si vous n'aimez pas la fin du monde, n'en dégoûtez pas les autres. Alors, c'est l'histoire de deux pingouins qui se retrouvent sur une banquise. Le premier arrive et dit à l'autre « Salut ». Le deuxième pingouin dit « Salut ». Le premier pingouin dit « Ça va ?» Le deuxième pingouin dit « Ça va, et toi ?» Et après, le premier pingouin dit quelque chose de très très drôle, mais que j'ai complètement oublié. Ça, c'était une des blagues, si on peut appeler ça une blague, que Andy Kaufman faisait dans des spectacles d'improvisation de sa jeunesse. Vous voyez qui est Andy Kaufman? Peut-être que vous avez vu le film de Milos Forman, Man on the Moon, avec Jim Carrey. C'est un film sur Andy Kaufman. Andy Kaufman, c'est une énigme. Dans le monde du comique américain, on considère que c'est le plus extrême, le plus avant-gardiste, le plus jusqu'au-boutiste et le plus mystique de tous les humoristes, mais lui ne se considérait pas comme un humoriste. Il disait « Je suis un song and dance man », un homme de chant et de danse. En gros, pour vous situer, c'est la fin des 70, le début des années 80. Andy Kaufman a mis beaucoup de temps à démarrer, et sa carrière n'a pas duré longtemps, 4 ans, 5 ans. C'est un type qui était très très sain. Il était végétarien, il ne buvait pas, il ne fumait pas, il faisait de la méditation transcendantale tous les jours, 4 heures par jour, et il a eu un cancer généralisé à 35 ans. Et oui, ce serait vraiment drôle si c'était pas vrai. Et donc, ce type incroyable, Andy Kaufman, avant de devenir un peu célèbre, parce que c'était pas non plus une superstar, mais quoi, c'est devenu un mythe. Il est devenu un peu célèbre parce qu'il a joué dans un sitcom. Il détestait les sitcoms, et au bout d'un moment, bon, après avoir fait chier les mecs des sitcoms jusqu'au bout, pour d'autres raisons d'ailleurs, pour des raisons qui tenaient à sa personnalité et à son image publique, ils ont décidé de s'en séparer. Alors là, c'était terrible pour lui, parce qu'en fait, il perdait tout, et donc même les choses qu'il détestait. Mais il avait démarré en fait dans des petits spectacles, vous savez, les scènes ouvertes, dans les bars à spectacles américains, dans les Catskills. Et donc là, ils ont des soirées qui sont des soirées improvisation, où il y a des comiques qui viennent et qui enquillent les sketchs et qui essayent d'obtenir le plus de rire possible. Et puis quand les gens rient beaucoup, ça marche très bien, ils sont très contents. Et puis après, peut-être qu'ils vont passer à la télévision, dans des spectacles comiques, ou ils vont faire Saturday Night Live, etc., etc. Kaufman, lui, il arrivait, il prenait une voix artificielle. Il ne parlait pas avec sa vraie voix, il prenait une sorte de petite voix énigmatique, une sorte d'accent, mais on ne savait pas trop d'où venait cet accent. Il faisait « Hello, I'm gonna do the sketch ». Donc il commençait à raconter ces espèces de blagues. Donc celle-là, hein. It's two penguins and they meet, and the first one he says « Hello », and the second one he says « Hello ». And after the first one he says, "How are you?" And the second one he says, "I'm fine. How are you?" And then he says something really funny, but I forgot. Et les gens, ils étaient mais juste atterrés, atterrés. Qu'est-ce qu'on nous montre là? Et bon, il y a une partie qui partait, d'autres qui riaient, mais qui riaient pas avec lui, qui riaient de lui. Certains qui étaient juste gênés. Et il enchaînait, il essayait de raconter des blagues sur tous les trucs vraiment pourris, hein, des comiques. Hein. Surtout, alors aux États-Unis, ils aiment beaucoup les blagues sur la circulation. C'était beaucoup de blagues sur il y a beaucoup de voitures en ce moment, alors on prend un taxi, blablabla, etc. Lourd. Et puis aussi des blagues sur les relations hommes-femmes. Alors vraiment ça, c'est pas qu'aux États-Unis, c'est vraiment genre le truc de base, quoi. Et il le faisait toujours comme ça, et puis il les ratait un peu. Et puis au bout d'un moment, il dit I'm gonna do the imitations. Donc il se tournait.
comme je ne vous fais ni un sketch ni une pièce de théâtre, j'accélère. Hein. J'essaie de vous la faire courte. Normalement, moi, je fais conférence improvisée. Donc, mais il revient comme ça. I'm gonna do the Richard Nixon. Hello, I'm Richard Nixon. Et là, dans la salle, ils font vraiment une gueule. Hein. Pourtant, c'est vraiment intéressant, je trouve. C'est-à-dire que le principe de l'imitation est assez pourri, quoi. Enfin, ça peut être drôle entre amis et tout ça. Et pourquoi pas, des gens en font des choses intéressantes. Mais là, le problème de l'imitation, c'est qu'il y a déjà une voix inventée par-dessus. Donc, de toute façon, elle ne passe pas la barre de la voix inventée, quoi. L'espèce de fausse voix bloque la voix imitée. Et donc, on n'entend pas une imitation, on entend quelqu'un qui dit qu'il fait une imitation. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on entend malgré tout. Et puis, il continue. I'm gonna do the Clint Eastwood. Hello, I'm Clint Eastwood. Et alors le truc, c'est que ça dure comme ça longtemps, hein. C'est des trucs qui durent 40 minutes. On va pas faire ça pendant 40 minutes, c'est mon introduction. Après, on va ailleurs. Et puis il dit, I'm gonna do the Elvis. Et là, par contre, il se tourne, il fait ça. Il a des meilleurs cheveux que moi pour faire ça. Il tombe comme ça, et il fait Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me, break my heart in two, tear it all apart, but love me. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que pour la première fois depuis le début, il a quitté sa petite voix idiote, il fait une vraie imitation, et la salle, elle est contente. Pourquoi elle est contente? Parce qu'ils étaient tendus, et que soudain, il les a libérés de la tension. Et donc, il fait la chanson en entier. Moi, je ne vais pas vous faire ça parce que j'ai d'autres choses à vous raconter derrière. C'est la fin de son spectacle. Et puis, je ne chante pas aussi bien que lui. Quoique, c'est une imitation très facile, Elvis. Hein. Même un clampin comme moi peut le faire. C'est une des imitations les plus faciles au monde. Je crois que vous avez déjà vu souvent dans les films des gens imiter Elvis. Puis, vous avez vu qu'il y a beaucoup de sosies d'Elvis. Et tous les sosies d'Elvis imitent Elvis. Tous les sosies de Michael Jackson ne savent pas imiter Michael Jackson. Mais tous les sosies d'Elvis peuvent imiter Elvis. C'est une imitation les plus simples. Il a refait l'application la plus simple, mais ça leur a fait plaisir. Et il avait compris un truc très important. Tout se joue sur création d'une tension, libération de la tension. Et donc, en gros, le truc, c'est que, bien sûr, les gens viennent là pour voir des sketchs. Ils viennent là pour rire. Mais au fond, c'est pas rire qui compte. Au fond, ce qui compte, c'est le sentiment de plénitude qu'on a lorsqu'on a été très 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 tendu et que d'un coup, bah, ça part, ça se libère. C'est ça, c'est le micro-truc qui compte. Donc en fait, en leur donnant le pire truc avant, c'est pas qu'ils étaient paresseux, c'est pas qu'ils étaient cons, c'est pas qu'ils savaient pas faire mieux, c'est que c'était plus intéressant d'essayer d'aller à l'os. Il est allé à l'os, donc là, il s'est dit, je vais faire le petit truc pas terrible, vraiment, qui tient longtemps, le plus longtemps que peut tenir. D'un coup, je leur fais le truc correct, sans plus, mais le truc. Et là, ils sont plus heureux encore que s'il avait enquillé les bons sketchs, les bonnes imitations, les bonnes chansons, etc., etc. L'important, c'est ce petit truc magique qui est la libération de la tension. Ça, c'est central. Et là, en fait, moi, quand j'ai découvert ça, j'ai eu l'impression de recevoir, vous savez, le Satori de l'illumination, le truc parfait, là, d'un coup, le monde s'éveillait. C'est comme dans les énigmes zen, quel est le son d'une main lorsque deux mains claquent des mains, quoi. C'est la même chose. C'était vraiment
Quelle est la puissance d'un spectacle lorsqu'on a d'un côté un spectacle pas extraordinaire et de l'autre côté un public pas très attentif. Et à un moment, il y a quand même le truc qui fait et puis ça marche. Et ça marche parce qu'on comprend que c'est une tension qui doit monter, monter, monter et à un moment, ça explose. Et ça renvoie à quelque chose de très, très profond. Probablement le truc le plus profond des trucs profonds. Je m'en tiens... Ah, il n'y a plus le panneau. Je m'en tiens au thème de la semaine. Quoi, rire, philosophie, rire et chanson. Je ne sais pas, vous avez certainement vu beaucoup de conférences jusqu'à présent, ou de rencontres, ou de discussions sur tous ces sujets-là. Donc j'ai peur de répéter des choses que vous avez déjà entendues avant, mais je vais quand même essayer d'y aller et vous me direz, si jamais vous avez déjà entendu ça, hurlez, on vous entendra. La base, c'est cette chose qu'on sait tous, qu'on a tous au fond de nous, mais que le monde nous a fait oublier. La première religion, la première spiritualité, le premier rapport transcendant que l'humain a eu dans l'univers, c'était Carnaval. Carnaval était la source, la première religion. Tous les autres ne sont que des sortes de traductions plus ou moins sérieuses, plus ou moins rigoureuses, plus ou moins entachées par le désir de pouvoir des hommes sur d'autres hommes, entachées par les névroses des hommes, etc., etc., etc. Avant qu'il y ait de la culture, avant qu'il y ait de l'art, avant qu'il y ait de la philosophie, avant même qu'il y ait des chansons, on pourrait dire, ou alors au moment où commence à y avoir des chansons, il y avait ce moment précis dans le cycle de la vie humaine où on disait, d'un coup, on sort de la tension, tout explose, les hiérarchies se renversent, les règles ne s'appliquent plus, les dieux peuvent intervenir, les morts reviennent. C'est Carnaval. Dans ces acceptions les plus anciennes, qu'on retrouve vaguement dans les récits folkloriques, les fables, des choses que des lettres du Moyen-Âge nous racontent, etc. On a cette image. Tout ça, je le tiens de l'écoute, parce que c'est surtout un penseur oral, et aussi la lecture, parce que malgré tout, il y a quelques livres du grand folkloriste du XXe siècle, Claude Guignebet. Claude Guignebet a retrouvé, par une enquête éparse, tous les fragments qui racontent plus ou moins le rituel possiblement initial, mais quoi, c'est de toute façon une fiction, et dont tous les autres pourraient avoir été tirés à plus ou moins grande capacité de reproduction, variante, absurdité, tout ce que vous voulez. Le truc de départ, c'est la sortie de l'ours, la déshibernation de l'ours. C'est-à-dire, c'est la fin de l'hiver, enfin plus exactement, c'est pas la fin de l'hiver, ça se joue pendant toute la fin de l'hiver. C'est de la dernière lune de décembre jusqu'à la première lune de février. Et on a les 40 jours. L'ours sort de sa grotte. C'est le moment du paix de l'ours. Il y a toujours des histoires très scato dans les très très vieilles histoires, les très vieux folklore. Ne vous sentez pas choqués. Aujourd'hui, on sépare. À l'époque, tout ça était lié. À l'époque, le souffle, l'âme et le paix, c'était une chose. Aujourd'hui, nous, on sépare tout ça. L'ours pète. Et en pétant, tous les morts de l'année ressortent. Et les morts de l'année, tous les gens qui sont morts pendant cette année, si on ne sait pas quoi faire avec eux, ils vont nous pourrir la vie. Donc il va falloir faire la fête avec les morts, jouer avec les morts, porter le masque des morts, ou laisser les morts se masquer, porter ces costumes très étranges de mailles, où on n'est ni habillé ni nu, se métamorphoser, retrouver tous les pouvoirs animaux, faire la fête. Et tous ces
ces rituels sont le sens de toute l'année. Il y a une ambiguïté sur la question du carnaval. Très souvent, les gens assez pessimistes analysent carnaval à partir des carnavals les plus récents. Et les carnavals, comment dire, un peu dégradés. Et ils disent, c'est l'adieu à la chair. Donc carnaval, c'est le moment où on fait la fête parce qu'après, il faut commencer à bosser. Non, c'est l'inverse. On bosse pour le moment de carnaval. C'est la clé de l'année. C'est pas la veille du travail. C'est le dernier jour de la grande année. Donc, tout monter vers ce moment clé, central, qui était carnaval. Et de carnaval, tout est sorti. Mais simplement, on a perdu progressivement le sens de tous ces jeux. Et le sens, ce sens ultime, qui est le jeu entre les vivants et les morts. Et la façon d'apaiser les morts. Et la façon de reconnaître leur état, de reconnaître la vie dans la mort dans la vie, et de les laisser partir. Il y a une histoire très intéressante. Vous tirez un des personnages clés du carnaval. Vous en avez tous entendu parler, vous voyez Arlequin. Donc Arlequin dans la Commedia dell'arte, etc. Arlequin vient de Carnaval, la première religion. Arlequin, il apparaît pour la première fois dans une lettre d'un petit prêtre au début du Moyen-Âge qui a été envoyé dans un diocèse hyper flippant. Et il écrit à son archevêché, son autorité, et il dit « Je ne peux pas rester là, Tous les 31 décembre, il y a un géant qui apparaît, il s'appelle Ernequin. Ça va devenir Arlequin plus tard, Ernequin. Et derrière lui, il y a tous les morts qui sortent des tombes, et ils traversent le village, et les membres du village viennent se fondre à cette procession. Ils dansent avec les morts, ils font la fête avec les morts, ils baisent avec les morts, et c'est ça pendant 3 jours. Qu'est-ce que je fous là? C'est une vraie lettre, hein. Ne riez pas. Ou alors si riez, c'est bien. Parce que c'est vraiment drôle. Et on a appelé ça la Ménie Ernequin. La Ménie Ernequin, vous pouvez trouver, googlez ça si vous voulez. C'est passionnant. Avec le temps, progressivement, on est arrivé au personnage d'Arlequin tel qu'on le connaît. Et puis le carnaval en tant que moment central, sacré, est devenu, des fêtes de carnaval. Plus ou moins dense, plus ou moins sympa, plus ou moins machin. Et ça s'est perdu. Pendant très longtemps, je dirais, il y a un lieu qui a gardé la fonction de carnaval. C'est plus carnaval déjà, mais c'est un lieu qui a la fonction carnavalesque, au moins la fonction de transmission de carnaval. C'était le cirque. Vous n'êtes pas sans savoir que le cirque aujourd'hui n'est pas le cirque tel qu'il était il y a des siècles, et pendant des siècles et des siècles. Il se trouve que je vous parle de ça parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, le temps viendrait, 2 mois peut-être, j'ai discuté avec des gens du cirque, on dit des circassiens. Avec des circassiens assez longuement. C'était extrêmement intéressant, ils m'expliquaient qu'il a fallu attendre très longtemps pour qu'il y ait des historiens qui travaillent sur le cirque. Pendant très longtemps, il n'y avait pas d'histoire du cirque, et surtout pendant très longtemps, on avait exclu intégralement le cirque de l'histoire de l'art. C'est encore vaguement le cas quand même, malgré tout. Mais quoi, c'est quand même fou, c'est-à-dire que le cirque existait indépendamment de toute réflexion sur son histoire. On considérait qu'il était hors histoire. Ils avaient une obligation, c'était de ne pas avoir de texte, parce qu'ils ne devaient pas faire de concurrence au théâtre. Donc ils n'avaient pas le droit de produire une littérature. Ils avaient vraiment, ils étaient circonscrits, quoi. Mais parce que c'était une sorte de danger par rapport à ce que ça produisait. Parce que comme carnaval, à moindre mesure, évidemment, ça donnait encore l'impression du tout. Ça avait encore une dimension qu'on pourrait dire cosmique de participation. Il restait encore la scène circulaire, on va dire.
Et puis aussi le fait que de temps en temps, on fait venir des... Pendant le clown doit faire monter quelqu'un sur scène à un moment ou à un autre. Le public doit monter sur scène à un moment ou à un autre. Ce qui est complètement différent, évidemment, de ce qui peut se produire dans les arts scéniques, où, là, vous voyez, la rampe entre nous, là, elle est très nette. Hein, quand il y a à peine quelque chose sur qui dépasse. C'est... Je sais pas si ce qu'on fait, c'est de l'art scénique. On va dire que c'est de l'art scénique. Et vous voyez ce que je veux dire. Vous comprenez l'idée. Dans le cirque encore, il y avait un peu de circulation. Il y avait la circularité. Il y avait encore l'idée que tout ça, en plus, c'était une histoire répétée. Que c'était pas dans un temps qui était début, milieu, fin, mais que c'était quelque chose qui tournait. À la différence des narrations, des histoires narratives. Et on va dire à mesure que le cirque a commencé un peu à disparaître des divertissements principaux des humains, ce qui a été beaucoup amené avec, évidemment, la télévision était centrale pour la disparition progressive du cirque, pour les divertissements des enfants, par exemple. Mais pas seulement, mais c'est un mouvement général. Il y a encore des cirques, mais c'est pas un truc qu'on va tous les week-ends, vous entendez bien. Eh ben, il faut sans doute toujours un peu ce truc-là, hein, de décalage. Eh ben, il y a eu de plus en plus de personnes dans l'art qui se sont intéressées à la question fondamentale du cirque et qui ont retrouvé une dimension circassienne dans leur production. Je ne vous donne pas trop d'exemples parce que je ne veux pas non plus vous pourrir la soirée, mais voyez Fellini par exemple. Bon, Fellini typiquement dans le cinéma, Fellini, il essaye d'intégrer pas seulement le monde du cirque, parce qu'on le voit beaucoup dans ses films. Puis il y a un film qui s'appelle Les Clowns, et puis il y a La Strada, et puis il y a évidemment aussi des cirques qui sont montrés dans Juliette des Esprits, et puis dans beaucoup de ses films. La musique, évidemment, mais la logique aussi, la logique circulaire. La logique circulaire dans ces films, il faut que ça tourne, il faut qu'il y ait cette grande ronde des vivants et des morts. Tout ça, c'est la dimension carnavalesque et circassienne de Fellini. Puis il y a Zappa dans la musique, ça centrale dans la musique, Zappa pour tout ça. Zappa, le carnavalesque, le circassien, c'est sa question, c'est absolument sa question. Comment elle arrive dans sa musique, je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est que Zappa a posé la question. Does humor belong in music? C'est le nom d'un de ses disques, une vidéo, un machin. C'est vraiment sa question. Est-ce que l'humour a sa place dans la musique? Parce que fondamentalement, c'est ce qu'il a fait toute sa vie, et c'est ce qu'on lui a aussi reproché. Hein. On disait, c'est pas un musicien, c'est un amuseur. C'est pas sérieux. Toute cette dimension à la fois parodique, à la fois faire monter son public, il faisait beaucoup monter son public, faire des sketchs, faire à la limite du stand-up, la musique de cirque aussi, qui aimait beaucoup. Tous ces éléments-là, est-ce que ça avait sa place? Les commentaires musicaux comiques, un peu comme dans des spectacles comiques, où d'un coup il y a un petit jingle. Le jingle de pub, même utilisé au milieu de ces morceaux classiques les plus sérieux. Tous ces trucs-là, c'est très bizarre esthétiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans? Ça l'intéresse, je pense que, moi c'est mon sentiment, hein. C'est-à-dire que quand on commence à travailler sur ces formes-là, on pourrait dire, si on doit utiliser des termes de philosophes, puisque tout aussi, c'est un peu la question ici, des hybridations, c'est des questions d'hybridation. Quand on parle d'hybridation, à mon avis, ce qu'on recherche, c'est le moment où c'était pas séparé. C'est-à-dire que si on mélange, c'est parce qu'on sait qu'il y a une source commune. C'est ça qu'on cherche. C'est difficile, c'est très difficile. J'ai le souvenir d'un ami qui n'était pas fan de Zappa. Hein. J'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas fans de Zappa. Je les ai fait chier toute ma vie avec ça, mais c'est pas grave, ils étaient intolérants, ils écoutaient quand même, ils commentaient. Et il disait, il y a des morceaux de Zappa que j'aime bien, mais il y en a d'autres où on a l'impression qu'il a fait le morceau et il a rajouté l'humour par-dessus. Ah oui, ça c'est un problème. Si c'est ça que ça donne, c'est un problème. C'est-à-dire que soudain, il y a le sentiment d'obligation de créer l'hybridation. C'est le moment où c'est pas organique, c'est pas plein. Mais dans les moments où on sent bien que c'est indissociable, qu'il n'y a pas d'un côté la musique et de l'autre l'humour, mais que la musique et l'humour viennent d'une source commune, alors là ça fonctionne, c'est vraiment ça. Il a retrouvé, il est remonté 2 pas en avant ou 2 pas de côté, et il a trouvé des sources. Ça, c'est des questions qui ont dû certainement le travailler beaucoup, comme à mon avis ont beaucoup travaillé aussi un poète que j'adore, qui est vraiment
absolument capital, fondamental à mon sens, et qu'on n'aborde plus forcément, ou plus très souvent comme poète. C'est Alfred Jarry. Vous voyez aussi de qui je parle. Sinon, je vous raconte Alfred Jarry. Je vous raconte un peu Alfred Jarry. Je suis désolé. Vous m'engueulerez plus tard. Vous direz, t'as exagéré là, tu nous as balancé tes noms les uns après les autres. Merde, il faut que vous compreniez, j'improvise tout ça. Vraiment, c'est pas une blague. C'est de sa faute. C'est de sa faute à lui. Hein. C'est ce monsieur-là. Monsieur Olivier Mélano, c'était il y a, quoi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je suis perdu dans le temps. On faisait des trucs ensemble, j'avais ma conférence, il faisait la musique, etc. Et on était ensemble, et puis, bon, moi j'essayais de faire les conférences sans trop avoir les papiers sur moi, etc. Donc je le préparais avant, je me mettais de côté, j'y allais. Puis il me disait, maintenant, arrête avec les antisèches. Ce que tu dois faire, c'est comme moi, tu montes sur scène, t'as rien préparé. Tu montes sur scène, t'as rien préparé, et tu dois y aller. Donc vous voyez le délire. C'est abyssal. Si je commence à trop y penser, je ne vais plus y arriver. C'est comme le mêle-patte. Si on me demande ce qu'il fait, ben, il tombe. Donc il ne faut pas que j'y pense trop à ça. Mais quoi, c'est une sorte d'expérience un peu de... Voilà, on se démerde comme on peut. Donc du coup, je vais vous bassiner un peu avec Alfred Jarry. Parce que les questions de la poésie et de l'humour, c'est intéressant aussi. Parce qu'à votre avis, est-ce que l'humour a sa place dans la poésie ? Je ne parle pas des petites blagounettes une fois de temps en temps, et puis après le poète fait le vrai beau poème. Quelque chose qui fait que la question du rire, ou la question du comique, soit une question esthétique centrale. Parce que c'est une question philosophique et métaphysique centrale. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait quand on rit? Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire rire? Parce que ça peut être vraiment dégueulasse ce qu'il y a derrière. Ça peut aussi être très pur, un désir d'absolu. Puis il y a toutes les variantes des émotions autres. Mais quoi, on ne fait pas juste des blagues pour faire des blagues. J'allais dire c'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. Donc Alfred Jarry, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fascinant comme histoire. Alfred Jarry, à la base, c'est un poète malarméen. Alfred Jarry, à la base, son poète, c'est Mallarmé. Donc c'est la poésie la plus raffinée, la plus complexe, la plus délicate, la plus difficile. C'est Mallarmé, vous voyez, c'est des poèmes comme ces purs ongles très hauts, dédiant leur onyx, l'angoisse minuit soutient l'empadophore, main rêve vespéral brûlé par le phénix, que ne soutient pas de cinéraire en fort. C'est des choses comme ça. C'est vraiment... il n'y a pas la place pour se marrer là-dedans. C'est autre chose. On est dans la poésie absolue, le truc où on perd pied, on ne sait plus de quoi la personne parle. Et Alfred Jarry arrive dans ce milieu-là, il a 20 ans, 21 ans. C'est un mec qui vient de Bretagne, il monte à Paris, il veut démarrer en tant que poète. Il n'y a qu'un endroit pour la poésie vraiment encore qui tienne la route à ce moment-là, c'est le Mercure de France. Le Mercure de France, c'est un éditeur et une revue. C'est tenu par un couple très étrange, Valette et Rachid. Puis il y a le directeur du Mercure de France, qui est lui-même un grand poète, écrivain et critique, d'obédience mallarméenne, pourrait-on dire, Rémy Gourmont. Puis il vient avec ses textes qui sont tous plus bizarres et plus difficiles à lire les uns que les autres. Il est différent des autres quand même parce qu'il a ce truc de breton obsédé par les morts, l'encou et tout un tas de légendes bretonnes aussi qu'il y a là-dedans. Mais quoi, il n'est pas le seul là-dedans. Il pourrait vraiment s'en tenir à un truc très raffiné. Et au milieu de tout ça, il inclut une espèce de guignol. Il inclut une espèce de guignol. Il appelle ça comme ça au début, guignol. Il met guignol. Et puis c'est des parties de cette pièce que vous connaissez sous le nom de Ubu Roi et Ubu Cocu. C'est Ubu. Ubu, il ne l'a pas écrit. Ubu, c'est une invention collective. Ubu, il était à Rennes, dans ce lycée où, depuis plusieurs années, les élèves se moquaient de leur prof de physique. Un type qui s'appelait Monsieur Hébert, et qu'ils appelaient Hébé, le père Hébé. Ce type Hébert était un homme extrêmement prétentieux,
très grand, très gros, très prétentieux et complètement idiot. C'était un grand professeur, mais d'une bêtise effrayante. Et il les faisait rire. Mais sans doute qu'il y avait de la fascination aussi pour la figure... vous voyez ce que je veux dire, hein? La figure d'autorité renversée. Et dans tout le fond potachique, on a quelque chose de la vieille religion de Carnaval. Les adolescents, ils font ça naturellement. Les enfants, ils font ça naturellement. Donc ils étaient avec ce type-là, ils commençaient à écrire des fictions autour de lui. C'était un roi de Pologne, où il tuait tous ses adversaires, où il affamait toute sa population, mais surtout où il mangeait en permanence du caca, qu'ils n'appelaient pas merde, mais merde. Donc la mère Ubu fait à manger ce soir. Que fais-tu, mère Ubu? Père Ubu, comme toujours, de la merde. Ah, mère Ubu. Voilà, tous ces trucs-là, qui sont vraiment des trucs de potache. On rajoute ces choses-là. Et ce truc avait déjà commencé quand Jarry est arrivé. Et quand Jarry est arrivé dans cette école, il a pris ça à bras-le-corps. C'est-à-dire qu'il est devenu une espèce de spécialiste de tous les états de la pièce. Il a pris des grands cahiers où il a noté toutes les versions des élèves. Il a fait lui-même sa propre version. Il a construit des marionnettes pour pouvoir jouer Ubu en marionnette. Il faisait des spectacles avec tous les autres élèves. Il avait fait des marionnettes pour jouer Ubu. Il y avait même la fille du professeur Hébert qui venait et qui visiblement appréciait les spectacles. Et lui, dans un geste a priori incompréhensible, alors qu'il propose un recueil de poèmes, comme je vous ai dit, Mallarméens, au Mercure de France, les minutes du Sable mémorial, au milieu, fout des gros morceaux de Ubu. Et ce qui se passe, c'est que c'est ça que les gens adorent. Il les a libérés d'une tension. Il y avait le monde de la poésie symboliste, et d'un coup, au milieu de ce monde, Ubu, la blague potachique. Ils en étaient dingues. Mallarmé en était dingue. Gide en était dingue. Ils en étaient tous dingues quand ils voyaient ça. Mais uniquement Ubu. Et puis, il a réussi à monter Ubu au théâtre. Bon, ça a fait une sorte de scandale. C'était dans la salle, le théâtre de l'œuvre, où on jouait toutes les pièces symbolistes, Maeterlinck, etc. Que des choses classes. Hein. Et il arrive, et c'est cette pièce où Ubu rentre et fait merde. C'était prévu pour, on pourrait dire. C'est devenu tellement énorme qu'au bout d'un an, 2 ans, on mettait du Ubu à toutes les sauces dans la presse. Ubu était connu, pas Jarry. Jarry n'a jamais été très connu, Ubu était très connu. C'est devenu un adjectif ubuesque. Et c'était au point, là c'est vraiment fascinant. Bon, Jarry lui-même, les gens commençaient à l'appeler Ubu et il a accepté complètement. Donc il signait ses lettres Père Ubu. Et il parlait à la 3e personne, il disait aujourd'hui le Père Ubu a bien faim, etc. Il jouait le jeu. Pourtant c'était quelqu'un d'extrêmement complexe, dense, vraiment avec un pied dans le monde des morts et un pied dans le monde des vivants. Il n'y avait pas de problème. Il a joué ce jeu-là. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui se jouait là qui était décapant. Et c'était au point où Jarry est mort bien avant son professeur, Monsieur Hébert. Monsieur Hébert a survécu, Ubu a survécu à Jarry. Il a survécu au point qu'il a fait de la politique. Il a fait de la politique et dans la presse, quand on a parlé de lui, on a dit qu'il ressemblait au personnage de Ubu. On l'a comparé au personnage qui était en fait né de sa propre présence. Circularité parfaite. C'était fort. C'était dingue. Mais il n'y a que des trucs dingues comme ça avec ces artistes très spéciaux qui ont essayé de faire se rencontrer ces pôles qui normalement ne se rencontrent pas. On dit normalement ne se rencontrent pas, c'est vraiment des conventions sociales. Sur le fond, ça devrait vraiment se rencontrer. Sur le fond, il ne devrait vraiment pas y avoir de séparation, ni pour vous, ni pour moi, entre les différentes fonctions, on pourrait dire, artistiques ou chamaniques.
thérapeutique, métaphysique, tout ce que vous voulez. C'est une transe tout ça. Ce qu'on cherche, c'est une transe. C'est une sorte d'extase, c'est un truc bizarre. Donc il y a ce pôle de tension bizarre qui est tenu toujours. Puis on cherche un moment où tout ça va exploser. Si ça explose pas, ce qui se passe, c'est que en gros, ça se ralentit, ça s'enraye. Et en gros, c'est ça, à mon avis, qu'on appelle l'apocalypse. L'apocalypse, c'est le moment où les procédures carnavalesques ne sont plus en mesure de traiter le déchet de notre terrible quotidien collectif. Il y a besoin d'une libération. Les moments révolutionnaires, c'est comme les moments de carnaval. Il y avait une tension politique. Bien, il y a quelque chose qui l'a fait exploser. Et on en sort. Les moments de violence, de dureté politique, d'encroûtement, les moments où on se dit plus rien ne va bouger, etc. C'est ça les petites apocalypses, c'est ça les vraies fins du monde. C'est pas un truc tapageur, hein. C'est pas un truc extraordinaire, grandiose, etc. C'est ça, ça pèse. Et donc du coup, on se dit, il n'y aura qu'une seule solution, c'est quand la nature va s'y mettre. Parce que bon, la fin du monde, l'apocalypse, on ne peut plus le voir autrement que comme un phénomène écologique. Donc on se dit, il ne peut plus y avoir que ça. Viens, étoile absinthe, viens. C'est ça en gros, quoi. Parce que ça devient insupportable. Mais, lorsque les procédures carnavalesques sont à nouveau reprises, alors c'est comme un cycle qui se ouvre. On peut de nouveau voir la lumière, on peut de nouveau voir le monde comme un lieu de joie, de jeu, et le travail uniquement comme une base préparatoire pour la fête, qui est notre véritable rituel commun, collectif, qui est notre vrai moment de vie. Et ça renvoie, c'est le dernier name dropping que je vous fais, je vous le promets. Comme il me vient, et j'ai pris celui-là, je ne peux pas le louper. C'est la déesse, la seule déesse que je connaisse qui soit vraiment la déesse du rire. Peut-être que quelqu'un vous en a déjà parlé. Dans ce cas-là, bon, vous dites, ok, on a déjà vu ça pendant la semaine, ta gueule. Mais Amaterasu, quelqu'un vous a parlé d'Amaterasu cette semaine? Non? La déesse japonaise. Ah, cool. Tu me laisses aller là-dessus, Olivier? Ça t'embête pas? Parce que je sens qu'il faut que toi aussi, tu libères un truc. J'ai encore un truc à dire et après c'est bon. Tu prends tout, quoi. Parce que je le sens bien là. C'est prêt à exploser. Voilà, la dernière chose, puis j'arrête. C'est magnifique. C'est dans le shintoïsme. Ils ont une déesse du rire qui s'appelle Amaterasu. Quelle est sa fonction? Vous allez tout comprendre. C'est le moment où la déesse de la lumière, dont le nom m'échappe, hein, je me souviens d'Amaterasu, mais je ne me souviens pas de la déesse de la lumière, en fait, pour des raisons qui lui sont propres, a un énorme chagrin, elle est très mécontente, et elle va se cacher dans une caverne. Et donc il fait noir dans le monde. C'est la nuit. C'est la nuit parce que la déesse de la lumière est malheureuse. Et personne n'arrive à la convaincre de sortir. Et alors à un moment, il y a Amaterasu qui se lève et qui dit « Moi je vais la faire sortir. » Oh, si. Et qu'est-ce qu'elle fait? Et ça, quand j'ai découvert ça, je me suis dit « Mais c'est tellement beau. » Elle fait un striptease comique. Elle parodie pour la déesse de la lumière les attributs de la séduction, mais sur un mode ridicule. Et la déesse de la lumière explose de rire, ce qui ouvre la caverne, c'est-à-dire que les rochers qu'elle avait mis pour se protéger explosent, et la lumière revient. C'est exactement la question circulaire. Le monde est dans la nuit, l'apocalypse, le truc on n'en peut plus, la tension infinie, l'ennui, le dégoût, cette terre ne vaut plus rien, etc., etc. Et puis d'un coup, par un éclat de rire, peut-être qu'on peut faire revenir la déesse de la lumière. Ça, c'est vraiment la fonction d'Amaterasu. Et c'est aussi la fonction de la musique. Ce qui est ma transition, pas très subtile.
pour dire que j'ai assez parlé. Maintenant, vraiment, ce qu'on veut, c'est... Enfin, moi, ce que je veux personnellement, c'est pouvoir rentrer dans la musique démentielle de mon camarade. Merci pour ce saut dans le vide. Ce saut dans le vide, ce saut poétique, musical, philosophique, littéraire dans le vide. Eh bien, moi j'étais très très content de te voir ce soir, parce qu'on ne se voit pas souvent à Paris. Et je te remercie. Je tiens aussi à remercier Eric Michel, le directeur de ce théâtre, de cette cité de la musique. Et je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, demain, au Fonds régional d'art contemporain, nous parlerons du rire et de l'art. L'art et le rire. Merci, au revoir.